Je m'appelle Camila et, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours cru que ma famille était unique, pleine d'histoires surprenantes et de personnalités marquantes. Mais je percevais aussi qu'il existait des nuances et des règles tacites qui nous différenciaient subtilement et douloureusement. Au fil des ans, la sensation d'être traitée comme l'étrangère se faisait de plus en plus sentir, malgré les sourires, les embrassades et les déclarations d'amour inconditionnel. Durant une enfance marquée par des moments d'inclusion et d'exclusion simultanée, j'apprenais à vivre avec cette dualité. La présence d'un amour familial qui masquait une retenue voilée, souvent perceptible seulement par mes yeux. Cette réalité, qui au début semblait n'être qu'un simple malaise issu de mon imagination, se révéla de manière dévastatrice un dimanche ordinaire, lorsque mon smartphone commença à afficher une série de notifications provenant d'un groupe mystérieux. En accédant à cet espace virtuel, dont le nom, Famille amusante, m'avait d'abord paru inoffensif, je découvris un contenu cruel et délibéré, parmi des messages parsemés d'émoticônes et de commentaires qui, au premier abord, semblaient être de simples plaisanteries, émergeait un humour acerbe et déshumanisant exclusivement dirigé contre moi, révélant ce qui, jusqu'alors, avait été ignoré ou minimisé lors de nombreuses occasions en famille. Chaque mot lu dans le groupe me faisait revivre des instants passés où, depuis l'enfance, je constatais que mes particularités étaient, de manière subtile et continue, l'objet de moqueries et exclus des louanges adressées aux autres membres de la famille. En revisitant les souvenirs de rencontres, de fêtes et de célébrations au cours desquelles, pendant que les autres étaient exaltés, je portais, moi, la marque d'une erreur occasionnelle, la découverte de ce groupe secret confirmait tout un parcours d'exclusion et de dévalorisation que j'avais ignoré pendant des années. Le constat que mes proches utilisaient un espace réservé pour partager des plaisanteries, des mèmes et des commentaires sarcastiques à mon égard transforma ma perception de l'affection et de la loyauté. J'éprouvais un pincement au cœur et une agitation qui me firent douter de la sincérité de cet amour dont je m'étais toujours sentie enveloppée, me demandant s'il était véritable ou simplement une façade dissimulant un humour cruel et prémédité. Chaque message conservé dans ce groupe semblait témoigner d'épisodes passés marqués par une cruauté subtile, où mes réussites étaient minimisées et mes échecs exagérés, transformant ainsi mes moments de vulnérabilité en divertissement à mes dépens. Au cœur de cette douleur grandissante, je commençais à rassembler toutes les preuves de cet espace digital, déterminé à documenter la vérité derrière l'image d'unité familiale qui m'avait toujours été imposée. La collecte de messages et de captures d'écran devint un outil de connaissance de soi et de résistance, me permettant de constater clairement que le comportement des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement était teinté d'un sentiment de supériorité et d'exclusion. Cette prise de conscience déclencha en moi une transformation intérieure profonde, me poussant à reconnaître la valeur intrinsèque de ma propre identité, indépendamment de l'approbation ou des louanges qui m'étaient refusées lors des réunions familiales. Dès cet instant, je décidai qu'il ne serait plus possible de continuer ainsi et qu'il fallait affronter de front ces comportements toxiques, même s'ils se dissimulaient sous des masques de plaisanterie et d'appartenance. Chaque émoticône, chaque commentaire malveillant était alors une pièce d'un puzzle dévoilant une hiérarchie familiale méticuleusement construite dans laquelle certains étaient valorisés tandis que d'autres étaient relégués au rang d'objet de mockery. La découverte du groupe, outre avoir exposé le côté obscur de ma famille, a allumé une étincelle de révolte en moi et le désir de retrouver mon estime de moi-même et ma dignité. J'ai affronté, avec courage, le dilemme d'exposer et de remettre en question ces comportements, choisissant de confronter directement les membres impliqués dans ces conversations où ironie et justification superficielle se mêlaient habilement. Cette décision ne fut pas simple, car elle impliquait de rompre avec des traditions et avec l'idée que les liens du sang devaient toujours maintenir l'unité, même quand ces liens étaient en réalité un voile masquant le manque de respect. Chaque conversation se transformait en véritable arène d'affrontements intérieurs et de reproches voilés, de sorte que chaque mot, apparemment anodin, révélait la profondeur d'une dynamique familiale qui ne servait qu'à préserver une image de perfection. La révolte qui s'empara de moi devint le catalyseur de mon parcours de connaissance de soi et d'émancipation, transformant la souffrance engendrée par ces humoristes. Secret en carburant pour le changement. J'ai donc décidé de ne plus être prisonnière d'un passé rempli d'humiliation et d'un système relationnel qui minimisait mes qualités tout en exagérant mes fragilités. Le processus de
Reconstruction personnelle passa par l'acceptation douloureuse que l'expérience vécue au sein du groupe Famille amusante était à la fois une blessure et un appel à la transformation. Je me servis de cette documentation comme preuve pour comprendre les racines des comportements abusifs et, par la même occasion, renforcer ma confiance en moi et fixer de nouvelles limites dans mes relations interpersonnelles. Chaque message cruel se mua en un avertissement, démontrant que les liens familiaux, lorsqu'ils sont dépourvus de respect, ne sont pas incassables, mais fragiles et susceptibles de changement. Ainsi, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devint le point de départ d'un nouveau commencement où le respect de soi et la quête de relations sincères prirent le pas sur le maintien de traditions familiales qui, sous prétexte de divertissement, sacrifiaient l'empathie et la dignité humaine. Au terme de cette douloureuse découverte, et après le confrontement qui s'ensuivit, je réalisai que le véritable pouvoir résidait dans la capacité de transformer le poison des moqueries en leçon de résilience et de construction de soi. Aujourd'hui, je choisis de réorganiser mes relations sur la base d'un respect mutuel, sans permettre à l'humour malveillant ou aux dynamiques insidieuses de la famille de dicter la valeur que je m'accorde. Mon expérience peut servir d'avertissement à toute personne se sentant exclue ou humiliée par ceux qui devraient offrir un amour inconditionnel, en montrant que la rédemption passe par l'affrontement de la vérité et la reconstruction de sa propre identité. Ainsi, mon témoignage ne se limite pas à un récit de trahison et de douleur, mais se présente comme un véritable manifeste de dépassement, prouvant qu'au cœur même des proches, il est possible de puiser la force de transformer la douleur en une riche source de connaissance de soi et surtout en un chemin vers la liberté émotionnelle et la véritable valorisation personnelle. Je me souviens parfaitement du moment où le premier message apparut à l'écran. C'était un dimanche d'hiver, ce genre de jour où le froid incitait à se retrouver en famille. Allongé sur le canapé, emmitouflé sous une couverture, mon téléphone vibra de manière insistante. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un message professionnel, peut-être du groupe de collègues avec qui nous partagions souvent des blagues et des mèmes le week-end. À ma grande surprise, le message provenait d'un nom inconnu, Famille amusante. Apparemment, quelqu'un m'avait ajouté par erreur à un groupe familial qui n'était pas celui auquel nous étions habitués, celui où nous partagions nos dates d'anniversaire et organisions nos repas dominicaux. Par simple curiosité, j'ouvris la conversation et reconnus immédiatement les participants. Des oncles, des tantes, des cousins, et même mes parents étaient présents. Je me demandais, c'est étrange, pourquoi existe-t-il un autre groupe ? Je fis défiler l'écran pour comprendre le sujet de la discussion. Au début, cela paraissait n'être qu'un espace de bavardages anodins, mais en parcourant l'historique, mon cœur s'emballa. Mon nom apparaissait de façon troublante, toujours associé à des commentaires désobligeants ou à des blagues cruelles sur mes caractéristiques physiques, mes choix professionnels et même mes relations amoureuses. Avez-vous vu la tenue que Camilla portait à l'anniversaire de la tante ? On aurait dit qu'elle sortait d'une friperie de seconde zone, écrivait mon cousin, accompagné d'émoticônes rieuses. Heureusement qu'elle a hérité au moins du nom de famille, car tout le talent est resté entre les frères et sœurs, commentait ma tante, toujours fière d'avoir élevé des enfants performants. Mais ce qui me fit le plus mal fut le message suivant. Elle pense vraiment qu'elle va obtenir cette promotion ? Connaissant notre petite Camilla, elle finira par offrir son poste sur un plateau à quelqu'un de plus malin. Mon propre père avait écrit cela, 3 jours après que je lui eus confié, en larmes de joie, la perspective d'une promotion pour laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. C'était comme si un film se déroulait sous mes yeux. Chaque commentaire faisait écho à des moments où, depuis mon enfance, j'avais ressenti des regards étranges, entendu des rires étouffés ou constaté des changements brusques de sujet dès que j'entrais dans une pièce lors des réunions familiales. Tout prenait alors un sens. Ce n'était pas de la paranoïa, comme on m'avait tant fait croire, mais bien un comportement délibéré, cultivé au fil des années, transformé en un passe-temps collectif dont j'étais la principale victime. Ce dimanche se transforma en un véritable cauchemar. J'y passais des heures à lire des messages, certains datant de plus de 3 ans. Je découvris que le groupe avait été créé dès le lendemain d'un déjeuner au cours duquel j'avais annoncé ma décision d'abandonner le droit, une voie que toute la famille chérissait, pour me lancer dans le marketing digital. À l'époque, je reçus des sourires forcés et des commentaires tels que « si cela te rend heureuse ». Mais dans ce groupe secret, l'histoire était tout autre. On me qualifiait de « rêveuse irréaliste », de « rebelle sans cause » et même de « déception de génération ». Je compris alors que chaque succès que je partageais était systématiquement déformé et ridiculisé dans cet espace.
Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je restais éveillée, fixant le plafond de ma chambre, cherchant désespérément une explication à tant de cruauté. Serait-il possible que les personnes qui m'avaient vu grandir, qui avaient célébré mes premiers pas, qui semblaient m'encourager, soient capables d'une telle duplicité? La réponse se trouvait là, consignée dans des centaines de messages. Le lendemain matin, je me réveillais avec les yeux gonflés et une détermination froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Plutôt que de les confronter immédiatement, emporté par mes émotions, je décidai d'agir de façon stratégique. Je commençais par faire des captures d'écran des conversations les plus marquantes, que je classais par personne et par type d'insulte. Je créai un dossier sur mon ordinateur intitulé « Preuve », un nom clinique pour quelque chose d'aussi douloureux. Cette méthode m'aida à surmonter le choc initial et à identifier des schémas de comportement. Je découvris que ma tante Marcelle, toujours si affectueuse en public, était généralement l'instigatrice des plaisanteries sur mon apparence. Mon cousin Édouard, qui me sollicitait souvent pour des conseils sur mes relations, était celui qui se plaisait à ridiculiser mes expériences sentimentales. Quant à mon père, celui qui clamait être fier de mon indépendance, il remettait constamment en question mes capacités professionnelles dans ce groupe. Pendant que j'assemblais ce catalogue de trahisons, je remarquais une chose curieuse. Malgré la participation de tous, ma mère ne commentait presque jamais. Quand elle le faisait, ses messages se limitaient à quelques émoticônes ou de brèves phrases qui ne semblaient pas réellement soutenir les blagues les plus cruelles. Cela me procura un réconfort amer. Peut-être que tout le monde n'était pas aussi impliqué dans cette dynamique toxique. Après une semaine entière passée à documenter et méditer en silence, je décidai qu'il était temps de confronter la situation. Je commençai par le maillon le plus faible, ma mère. Je l'invitai à prendre un café, loin du regard des autres membres de la famille. Arrivé dans le café, je posai mon téléphone sur la table, et avec un calme dissimulant ma tempête intérieure, je lui demandai « Maman, pourrais-tu m'expliquer ce qu'est le groupe « Famille amusante » ?» Son visage pâlit aussitôt. Le verre d'eau qu'elle tenait trembla légèrement. « Comment as-tu découvert ce groupe ?» bégaya-t-elle. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai découvert, » répondis-je d'un ton maîtrisé. Je veux comprendre pourquoi ma propre famille tient un espace réservé à me ridiculiser. Elle tenta de minimiser la situation. « Ma chérie, ce ne sont que des plaisanteries. Tout le monde est parfois la cible de blagues en famille. Ne me mens pas, maman. J'ai passé la semaine entière à lire 3 ans de conversation. Il n'y a pas un seul commentaire dépréciatif à l'égard de quelqu'un d'autre que moi. Pas un seul. » Face à cette réalité incontestable, je vis ses yeux se remplir de larmes. Je compris que ces larmes n'étaient pas tant un repentir sincère que l'embarras d'avoir été découverte. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. Ton père et tes frères et sœurs ont toujours été si unis, avec ce sens particulier de l'humour. Lorsque tu as choisi un chemin différent, c'était devenu un sujet récurrent. J'ai essayé de te défendre parfois, mais c'était plus simple de rester silencieuse que de prendre position. Interrompis-je froidement. Je comprends parfaitement. Ce qui suivit fut une succession de confessions hésitantes, mêlées à de faibles justifications. Apparemment, ma décision de quitter le droit, voie sacrée pour toute la famille, fut le déclencheur, mais la racine était bien plus profonde. Depuis toujours, je remettais en question certaines traditions familiales. J'exprimais des intérêts différents, et je refusais de participer à ces dynamiques compétitives dont mes cousins raffolaient. Ce comportement, qualifié de « rebelle » par l'entourage, avait toujours suscité un malaise. « Tu as toujours été différente, Camilla. Cela effraie certains dans la famille », conclut ma mère, comme si cela pouvait excuser des années de moqueries secrètes. Être différent ne devrait pas être synonyme de moquerie, surtout de la part de ceux qui sont censés m'aimer inconditionnellement, répliquai-je en me levant pour partir. Informe tout le monde que je serai présente au repas familial dimanche. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Les jours suivants, je reçus de nombreux messages des membres de la famille. Apparemment, ma mère avait répandu la nouvelle de ma découverte du groupe. Certains tentèrent de s'excuser. En avance, ce n'était qu'une plaisanterie. Et ce n'était pas fait pour que tu vois cela. Tu as toujours été trop sensible. Aucun d'entre eux ne montra un réel regret pour la cruauté des messages. Seulement pour le fait que je les ai découverts. Le dimanche arriva. En me rendant chez mes parents, lieu des traditionnels repas familiaux, j'entraînais mentalement mon discours. Je ne voulais pas perdre le contrôle ni transformer cette confrontation en un spectacle mélodramatique. Je voulais simplement préserver ma dignité, tout en montrant que je connaissais la véritable nature de cette famille, soi-disant unie.
En entrant dans le salon, je ressentis une tension palpable. Les conversations s'étaient soudainement interrompues et les regards se croisaient en silence. Je saluais tout le monde avec naturel et me dirigeais vers la cuisine pour aider à préparer le repas, comme à mon habitude. Ma tante Marcelle tenta une approche conciliatrice. « Camilla, ma chère, contente. Que tu sois venue. Nous pensions que tu étais fâchée à cause de ces bêtises dans le groupe. Tu sais comme notre famille aime plaisanter. » Je fixai son regard et répondis, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Tante, gardons cette conversation pour après le repas, d'accord ? Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle recette de vinaigrette qui va ravir tout le monde. Elle est étonnamment acidulée. » Le repas se déroula dans une tension à peine dissimulée. Mes cousins, habituellement si bavards, restèrent étonnamment silencieux. Mon père tentait de combler les silences en parlant de politique et de football, évitant soigneusement de m'adresser le moindre regard. Lors du dessert, je pris discrètement la parole en disant « Famille, avant que chacun ne se disperse, j'aimerais faire une annonce. » Tous les regards se tournèrent vers moi, un mélange d'appréhension et de curiosité dans l'air. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai découvert le groupe « Famille amusante ». Je commençai, remarquant que plusieurs détournèrent leurs regards. Je dois dire que découvrir la manière dont vous me voyez fut douloureux, mais cela a aussi été une libération. Je fis une pause pour observer les réactions. Mon oncle. Charles intervint. « Camilla, écoute, ce n'était que un espace pour se moquer de moi. Je sais exactement ce que c'était, oncle. J'ai lu 3 ans de conversation. Je ne suis pas ici pour écouter des justifications, mais pour vous informer des décisions que j'ai prises. » Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Premièrement, j'ai reçu une proposition d'emploi à Paris, une promotion considérable que j'ai décidé d'accepter, ce qui signifie que je ne serai plus présente lors de ces repas dominicaux. Deuxièmement, j'ai redéfini ce que je considère comme ma famille. Désormais, ceux qui ne me respectent pas ne feront plus partie de mon cercle intime, peu importe les liens du sang. Finalement, mon père trouva le courage de dire « Ma fille, tu exagères. La famille, c'est la famille, malgré ses défauts. » Je le regardais, mêlant douleur et détermination. « C'est amusant que tu dises cela, papa, car dans le groupe, tu écrivais que j'exagérais sûrement en découvrant tout, parce que j'ai toujours été trop dramatique. On dirait bien que tu connais mes travers mieux que quiconque. » Son visage s'empourpra, un mélange de honte et de colère contenue. « Je ne coupe pas les liens complètement, poursuivis-je. Je redéfinis simplement les règles. Ceux qui souhaitent rester en contact devront montrer un véritable respect et présenter de sincères excuses. » Ma tante Marcelle, toujours prompte à manier les mots, tenta d'atténuer la situation. « Ma chérie, tu es vraiment radicale. Tout le monde a des groupes pour se défouler. Tante, s'il vous plaît, » interrompis-je sèchement. « Ah tiens, il y a une différence entre se défouler et humilier systématiquement quelqu'un. Vous, plus particulièrement, semblez ne pas saisir cette distinction. Faut-il vraiment que je vous rappelle le commentaire sur ma robe à la cérémonie de remise des diplômes, où vous aviez écrit que je ressemblais à une domestique essayant d'incarner une madame ?» Elle resta sans voix, les yeux écarquillés, réalisant que j'avais lu chaque message. Comme je l'ai dit, je redéfinis mes relations. Ceux qui veulent faire partie de ma vie devront accepter mes conditions. Pour commencer, j'ai créé un groupe appelé « Respect mutuel ». Vous êtes tous invités à y participer, mais avec des règles strictes contre toute forme de moquerie. Je me levai de table, attrapai mon sac et conclus « Merci pour le repas. Je déménage dans 2 semaines. Ceux qui souhaitent me dire au revoir sincèrement sauront où me trouver. » Les jours suivants furent révélateurs. Certains membres de la famille prirent leur distance, visiblement mal à l'aise face à cette confrontation directe. D'autres tentèrent une approche superficielle, feignant l'ignorance, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, à ma grande surprise, 3 personnes vinrent me voir sincèrement. Ma cousine cadette Louise, qui avoua s'être toujours sentie mal à l'aise face aux moqueries, mais craignait d'en parler. Mon oncle Antoine, qui reconnut avoir participé sous pression sociale et présenta de sincères excuses, et étonnamment, mon père. Il se présenta un soir de pluie dans mon appartement à Paris, visiblement abattu. Je l'accueillis en lui offrant un café, tout en maintenant une distance émotionnelle jamais expérimentée auparavant. « Camilla, je ne sais pas par où commencer, » dit-il en fixant la tasse dans ses mains. « Pourquoi ne pas commencer ? Par le début ? Dis-moi pourquoi, en tant que ton propre père, tu prenais activement part à un groupe destiné à me ridiculiser. » Il soupira profondément. « Quand tu es né, j'avais tant de projets pour toi. Je te voyais comme l'avenir de notre entreprise familiale,
la continuité du legs que j'avais bâti avec tant d'efforts. Dès petite, tu montrais une intelligence vive et une rapidité d'esprit hors du commun. Tu étais ma fierté. Et j'ai cessé de l'être quand j'ai choisi le marketing digital plutôt que le droit, rétorquai-je. Ce n'est pas aussi simple. Lorsque tu as annoncé ta décision, je me suis sentie trahie. Comme si tous mes efforts pour te garantir une carrière stable avaient été vains. Ton oncle Charles et les autres avaient ressenti ma déception et l'avaient transformée en sujet de plaisanterie. Au début, cela me dérangeait, mais peu à peu, il semblait plus facile de rire que de défendre ta propre fille. Interrompis-je froidement. Il acquiesça, honteux. Camilla, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches qu'en dépit de tout, j'ai toujours été fière de toi. Même en empruntant une voie différente, tu as fait preuve de compétence et de détermination. Ce commentaire sur ta promotion était le fruit d'une jalousie mesquine de te voir réussir dans un domaine que je ne comprenais pas. Je le regardais, mon premier héros, et vis en lui une insécurité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Derrière l'image de l'avocat accompli et du patriarche respecté, se cachait un homme incertain, incapable d'accepter le changement et la différence. Papa, il me faudra du temps. Je ne peux prétendre que ces années de commentaires cruels ne m'ont pas marqué. Mais merci pour ton honnêteté. Il hocha la tête, comprenant mes limites. Avant de partir, il me remit une enveloppe. J'ai trouvé ces vieilles photos. Je me suis dit que tu aimerais les avoir à Paris. Après son départ, j'ouvris l'enveloppe. Je découvris des photos de moi, enfant, toujours avec un livre, à la main et un regard curieux. Au dos d'une d'elles, mon père avait inscrit « Camilla, 7 ans », déjà prouvant qu'elle suivrait sa propre voie. La date indiquait que cette note avait été faite récemment. Ce petit geste était révélateur. Peut-être qu'avec du temps et beaucoup de sincérité, certaines relations pourraient se reconstruire sur de nouvelles bases. Le déménagement à Paris représentait un nouveau départ. Je louais un petit appartement, certes modeste mais chaleureux, situé non loin de mon nouvel emploi. L'entreprise qui m'embauchait valorisait exactement ces caractéristiques que ma famille se plaisait à ridiculiser. Ma créativité débordante, mon approche non conventionnelle et mon obstination à défendre des idées innovantes. Pendant les premiers mois, je reçus quelques messages et appels de la part de membres de la famille. Certains paraissaient sincèrement désireux de renouer les liens selon de nouvelles conditions. D'autres semblèrent n'agir que par convenance sociale. Je fis alors des choix sélectifs, privilégiant la qualité des relations à leur quantité. Un soir, je reçus une notification du groupe « Respect mutuel ». C'était ma cousine Louise qui partageait son histoire, racontant comment elle s'était toujours sentie obligée de se conformer à certains standards familiaux, de peur d'exprimer ses propres opinions. Mon acte de confrontation l'avait inspirée à poser ses propres limites. Ce fut alors que je compris que ma douleur s'était transformée en quelque chose de plus grand. En refusant de rester la cible de moqueries cruelles, je ne revendiquais pas seulement ma dignité, j'ouvrais également la voie à d'autres pour rompre avec des schémas toxiques. Au travail, je m'imposais rapidement. Ma capacité à analyser les situations avec froideur, un talent que j'avais, ironiquement, développé en observant ma famille, devint un réel atout. En 6 mois, je pris les commandes de ma première campagne indépendante, qui dépassa toutes les attentes. Lorsque le directeur me félicita, je pensais à la façon dont mon père aurait ridiculisé cette réussite dans le groupe secret. Mais cette fois, au lieu de ressentir de la douleur, je ne ressentais désormais que de la pitié, pour ceux incapables de célébrer le succès d'autrui sans se sentir diminués. 1 an après mon déménagement, je retournais dans ma ville natale pour régler des formalités administratives. Je retrouvais quelques membres de la famille individuellement. Certains liens avaient évolué en quelque chose de plus authentique, d'autres restaient superficiels, mais même ceux-ci reposaient désormais sur un respect mutuel élémentaire. Mon père et moi développons alors une nouvelle dynamique. Ce n'était plus la relation étroite que nous avions jadis, mais elle était désormais affranchie d'hypocrisie. Nous parlions de sujets neutres, de livres, de films, de l'actualité. Parfois, il me demandait des nouvelles de mon travail, manifestant un intérêt timide mais sincère. Lors d'une de ces visites, il m'invita à prendre un café dans le même établissement où j'avais confronté ma mère 1 an auparavant. Nous nous installâmes à une table discrète, loin des oreilles indiscrètes. « Camilla, je veux que tu saches que le groupe Famille Amusante n'existe plus », déclara-t-il sans détour. Je levai les sourcils, sincèrement surprise. « C'était ta décision ? En fait, c'était un consensus. Depuis ton départ, les choses ont changé. Ton oncle Charles a essayé de lancer quelques plaisanteries sur d'autres membres de la famille, mais personne n'a suivi. Je crois que nous avons tous réalisé à quel point c'était malsain. » Je hochai la tête, assimilant l'information.
Je suis contente de l'entendre, papa. Pas tant par le groupe lui-même que par ce qu'il représentait. Peut-être la famille est-elle enfin en train d'apprendre ce que signifie le respect. Anas, il hésita un moment, puis ajouta « J'aimerais te montrer quelque chose ». Il sortit son téléphone, montra une photo de son bureau dans lequel un nouveau cadre affichait un article sur ma campagne, soulignant mon rôle en tant que directrice créative. Cela figure sur ce cadre depuis la parution de l'article. Tous les clients commentent, dit-il, sa voix mêlant fierté et regret. Je souris, émue par ce geste inattendu. Ce n'était pas un pardon complet. Certaines blessures prendront encore du temps à guérir, mais c'était un début. Aujourd'hui, 2 ans après ce dimanche fatidique, je regarde en arrière et constate à quel point j'ai grandi grâce à cette expérience douloureuse. La découverte du groupe secret, bien que dévastatrice à l'instant, fut le tournant de ma vie. Elle m'a forcée à affronter des vérités difficiles, tant sur ma famille que sur moi-même. Je réalisais que j'avais inconsciemment cherché l'approbation de personnes qui ne me valorisaient pas véritablement. Ma carrière s'est épanouie dans un environnement qui célébrait précisément ces qualités que ma famille se plaisait à ridiculiser. J'ai bâti de nouvelles relations fondées sur le respect mutuel et sur de réelles affinités. Quant aux liens familiaux, certains se sont renforcés après avoir survécu à l'épreuve du temps et de la sincérité, tandis que d'autres se sont effondrés, et j'ai appris à accepter que cela faisait partie de ma croissance personnelle. La douleur de cette découverte ne disparaîtra jamais entièrement. Parfois, je repense à certaines phrases particulièrement cruelles, où je me demande si certains gestes familiaux étaient sincères, mais cette douleur ne me paralyse plus. Elle s'est transformée en un moteur pour mener une vie plus authentique et établir des relations honnêtes. Si je dois retirer une leçon de tout cela, c'est que le véritable respect ne découle pas des liens du sang ou des traditions familiales, mais des choix quotidiens sur la manière dont nous traitons les autres, sur la façon dont nous réagissons aux différences et sur la grandeur de célébrer les réussites d'autrui. Et plus important encore, des choix concernant ceux que nous autorisons à faire partie de notre cercle intime. À ceux qui traversent des situations similaires, victimes de moqueries cruelles, d'exclusions voilées ou d'une dévalorisation systématique, surtout venant de ceux qui devraient aimer inconditionnellement. Je vous laisse ce conseil. Documentez la vérité, confrontez-la avec courage et faites-en le socle de votre vie authentique. La douleur de confronter la réalité est intense, certes, mais elle est passagère. Le pouvoir de se reconstruire à partir de celle-ci est durable et libérateur. Aujourd'hui, quand je regarde le groupe Respect mutuel, qui s'est élargi pour inclure non seulement ma famille, mais aussi des amis et collègues partageant mes valeurs, je vois naître une communauté authentique. Un espace où la différence est célébrée plutôt qu'attaquée, où les succès sont applaudis sans jalousie, et où la vulnérabilité peut être partagée sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère a elle aussi subi de profonds changements. Au début, j'étais déçue qu'elle ait permis à cette dynamique toxique de perdurer si longtemps. Dans les premiers mois après la découverte, nos échanges se firent rares, se limitant à de brèves conversations téléphoniques et à des messages formels. Mais lors d'une visite récente, elle me surprit en me confiant douloureusement « Des cieux, j'ai toujours su que ce groupe était une erreur, Camilla », me dit-elle en marchant dans le parc près de chez elle. « J'ai grandi dans une famille où contester l'autorité était impensable. Ton grand-père était un homme sévère, qui considérait toute divergence comme un manque de respect. Ton père l'a hérité, et moi, j'ai simplement reproduit le schéma de soumission qui m'avait été inculqué. Je la regardais, voyant pour la première fois non seulement ma mère, mais une femme façonnée par ses propres expériences de domination. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Parce que je voulais que tu sois différente, plus forte, plus indépendante. Et regarde, tu l'es, répondit-elle en souriant, les larmes aux yeux. Lorsque tu as confronté tout le monde lors du dîner, une partie de moi était terrifiée, mais l'autre était fière. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Ce moment de vulnérabilité partagée commença à cicatriser des blessures que je ne soupçonnais même pas. Je compris alors que les schémas toxiques de notre famille étaient profondément enracinés et se transmettaient de génération en génération. D'une certaine manière, mon acte de rupture ne symbolisait pas seulement ma libération personnelle, il brisait aussi un cycle bien plus ancien que moi. Au travail, ma carrière continua de décoller. Je fus promue directrice de création, dirigeant une équipe diversifiée et talentueuse. J'instaurais des pratiques permettant à chaque voix d'être entendue lors des réunions, encourageant l'exploration d'idées non conventionnelles, sans moquerie, et veillant à ce que le mérite soit toujours reconnu. C'était ma manière de créer l'environnement que j'avais toujours souhaité trouver dans ma propre famille. Une fois, lors d'une présentation pour un client important,
Un des cadres seniors lança une remarque dégradante à propos de l'accent régional d'un membre de mon équipe. Plutôt que d'ignorer ou de rire gêné, comme je l'aurais fait par le passé, j'interrompis poliment. Je pense que la force de notre proposition réside justement dans la diversité des perspectives que nous apportons. Différentes, origines, différentes manières d'exprimer nos idées, différentes visions. Voilà ce qui nous rend innovants. Après un silence pesant, le cadre s'excusa et, à ma grande surprise, proposa ensuite une collaboration qui valorisait cet aspect de notre approche. Plus tard, un collègue me remercia sincèrement. « Personne ne m'a jamais défendu comme tu l'as fait dans notre environnement professionnel », me dit-il, les yeux humides d'émotion. J'ai appris à la dure que tolérer même de petites remarques désobligeantes, si anodines soient-elles, génère un climat toxique, répondis-je, et cela ne se reproduira plus dans mon équipe. Dans ma vie personnelle, j'établis aussi de nouvelles normes pour mes relations. Je suis désormais en couple avec Gustave, un architecte rencontré lors d'un événement de réseautage. Dès le début, j'ai clairement exprimé mes attentes en termes de respect mutuel et de communication sincère. Lorsqu'il me demanda, intrigué, ce que signifiait pour moi cette obsession pour la clarté, et je lui contai mon histoire. Plutôt que d'éprouver de l'embarras ou de la pitié, il fit preuve d'une compréhension profonde et me parla de ses propres expériences avec une famille qui avait dévalorisé son choix artistique, préférant qu'il suive un chemin plus conventionnel. Cette compréhension partagée devint la base d'une relation saine et épanouissante. « C'est étrange », commentai-je après un an ensemble, comme des expériences douloureuses peuvent préparer le terrain pour des liens plus authentiques. « Ce n'est pas étrange », répondit-il en entrelaçant ses doigts dans les miens. « C'est une transformation. Tu as su transformer tes blessures en une véritable sagesse. » Au fur et à mesure que mes visites dans ma ville natale se faisaient de plus en plus rares, je remarquais des changements subtils dans la dynamique familiale. Ma confrontation avait mis en lumière non seulement la cruauté à mon égard, mais aussi les failles du système familial tout entier. Certains commencèrent à poser des limites, à remettre en question des traditions oppressives et à chercher de nouvelles manières de coexister. Ma cousine Louise, inspirée par mon parcours, trouva enfin le courage d'assumer sa relation amoureuse avec une femme, chose qu'elle redoutait depuis toujours à cause des remarques homophobes fréquentes lors des réunions familiales. À la surprise générale, après le choc initial, la famille réagit avec un respect hésitant qui se renforça au fil du temps. Lors d'une réunion familiale, je remarquai que les plus jeunes, quelques cousins éloignés et des adolescents, m'observaient avec une curiosité mêlée d'admiration. L'une de mes nièces, Anna-Claire, âgée de seulement 14 ans, me demanda à part « Tante, est-il vrai que tu as tout quitté et que tu es partie parce que la famille se moquait de toi ?»« Je n'ai pas tout quitté, Anna-Claire. J'ai choisi de bâtir quelque chose de nouveau sur des bases plus saines. Ce n'était pas seulement à cause des moqueries, mais aussi du manque de respect évident, répondis-je. » Elle hocha la tête, pensive. À l'école, un groupe de filles avait créé un faux profil pour se moquer d'autres filles. Je trouvais cela injuste, mais j'avais peur d'en parler. Après avoir entendu ton histoire, j'ai eu le courage d'en parler à la direction. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Et comment te sens-tu maintenant ? Soulagée, un peu effrayée, car certaines ont découvert que c'était moi. Mais surtout, je me sens fière, dit-elle. Je l'enlaçai tendrement, reconnaissant en elle la même force que j'avais dû puiser pour affronter des années de toxicité familiale. Je suis vraiment fière de toi, Anna-Claire. Vraiment fière. Lors du repas de Noël de l'année précédente, après de longues réflexions, je décidai finalement d'accepter l'invitation à la soirée familiale. Les relations avaient suffisamment évolué pour que je puisse y participer sans me sentir vulnérable ou diminuée. J'arrivai avec Gustave, portant chacun des cadeaux soigneusement choisis et une tarte maison préparée avec soin. L'accueil fut chaleureux, bien que marqué par quelques regards tendus. Je constatai que mon père s'efforçait de tenir des conversations intéressantes avec Gustave, lui posant des questions sur des projets architecturaux et l'écoutant avec un intérêt sincère. Ma mère, plus détendue que je ne m'en souvenais, souriait en nous regardant interagir avec le reste de la famille. Pendant le dîner, mon oncle Charles, qui avait toujours été l'un des membres les plus actifs du groupe secret, leva son verre pour porter un toast. Je me préparais intérieurement à d'éventuelles remarques désobligeantes, un réflexe encore persistant. « À la famille », déclara-t-il en balayant la table du regard. « Non pas à celle que nous prétendons être depuis tant d'années, mais à celle vers laquelle nous aspirons. Une famille qui apprend de ses erreurs, qui se renforce face aux épreuves et qui respecte la différence. » Nos regards se croisèrent brièvement, comme un appel silencieux à la reconnaissance. Je levai mon verre en réponse,
Geste simple mais fort, symbolisant mon acceptation de ce nouveau chemin commun. Plus tard, alors que j'aidais à ranger la cuisine, je me retrouvais seule avec mon père. Il sembla vouloir dire quelque chose, mais hésita. Finalement, après avoir disposé la dernière assiette, il se tourna vers moi et demanda d'une voix sincère « Es-tu heureuse, Camilla ?» Cette question me surprit. Ce n'était pas tant sa simplicité, mais le fait que c'était la première fois depuis des années, peut-être dans ma vie, qu'il manifestait un réel intérêt pour mon bien-être, sans arrière-pensée. « Oui, papa, je le suis. Pas toujours, pas parfaitement, mais je suis vraiment heureuse, » répondis-je. Il acquiesça, comme pour se rassurer lui-même. « Alors, tu as fait le bon choix. En partant, en fixant tes conditions et en construisant ta vie à ta manière, tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. »« Comment ça, papa ?» demandai-je. Moi aussi, j'avais des rêves différents de ceux que mon père avait pour moi. J'aurais aimé étudier l'histoire, peut-être enseigner, mais j'ai suivi le chemin qui m'a été tracé, la voie familiale, la tradition. Je ne regrette pas d'avoir bâti une carrière solide et d'avoir pourvu aux besoins de la famille. Pourtant, je me demande encore, tu te demandes comment ta vie aurait été si tu avais suivi ta propre voie ? Complétai-je en le regardant d'un œil nouveau. Exactement, murmura-t-il, esquissant un sourire mélancolique. Peut-être ai-je été si dure avec ta décision parce qu'elle incarnait une audace que je n'ai jamais eue. Cette confession, partagée en toute intimité autour d'un café dans notre cuisine, alors que le reste de la famille bavardait dans le salon, ouvrit la porte à une nouvelle ère dans notre relation. Elle n'effaça pas le passé, mais annonça un futur empreint d'une compréhension mutuelle plus profonde. Avant de repartir pour Paris le lendemain matin, je fus surprise par un cadeau inattendu. Ma mère me remit une vieille boîte, celle qui garde de précieux souvenirs. Je l'ai trouvée en rangeant le grenier, m'expliqua-t-elle. Ce sont tes dessins et tes rédactions scolaires. J'ai toujours tout gardé, même quand ton père disait que c'était de l'encombrement inutile. J'ouvris la boîte dans la chambre où j'avais vécu mon enfance. À l'intérieur se trouvèrent des dessins colorés aux traits enfantins, des rédactions évoquant ce que je veux devenir quand je serai grande, et des cartes pour la fête des mères, faites avec du papier artisanal et de la colle scintillante. Chaque création révélait la vivacité d'une créativité et une vision du monde unique. Parmi ces feuilles jaunies, je découvris une rédaction du CM2 intitulée « Ma famille », dans laquelle, avec l'innocence d'une enfant de 10, je décrivais notre famille comme différente et spéciale, un lieu où chacun pouvait être lui-même. L'ironie de ces mots, écrits par une enfant qui ne comprenait pas encore les chaînes invisibles des attentes familiales, me frappa comme une vague. « Tu as toujours su qui tu étais, Camilla », commenta ma mère en me regardant attentivement, alors que je lisais. « Depuis ta plus tendre enfance, le monde, nous, avons essayé de te convaincre qu'il fallait être quelqu'un d'autre pour être aimé. » Ces mots, empreints de regret et d'une tendre admiration, résumaient parfaitement le chemin parcouru, de l'enfant qui croyait en une acceptation inconditionnelle, à l'adolescente qui prenait conscience des conditions imposées, jusqu'à l'adulte qui, enfin, eut le courage de rejeter ces conditions pour vivre selon ses propres termes. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mémoires dans mon appartement à Paris, avec la vue sur la ville qui s'étend à l'infini et le murmure de la pluie en toile de fond, je comprends que la découverte de ce groupe secret, aussi traumatisante qu'elle fut le catalyseur indispensable de ma véritable libération, non seulement de l'emprise des attentes familiales, mais aussi de mes propres limitations intérieures, le besoin d'être approuvé, la peur du rejet et la tendance à minimiser les offenses au nom d'une harmonie illusoire. La famille, que j'avais connue dans mon enfance, celle qui souriait en public et se moquait en privé, n'existe plus. À sa place, quelque chose de plus imparfait, de plus authentique, de plus humain se crée. Certaines relations furent irrémédiablement endommagées, d'autres, étonnamment, se renforcèrent par la sincérité, et de nouvelles connexions, comme celle que j'ai construite avec Gustave, mes collègues et mes amis qui m'acceptent pour ce que je suis, comblent désormais les vides laissés par ces ruptures nécessaires. Lorsque j'appris que mon père avait subi un léger infarctus, je ne tardai pas à retourner dans ma ville natale. Durant la semaine passée à l'hôpital puis chez lui, veillant à sa convalescence, je réalisais que les rôles s'étaient inversés. C'était désormais moi qui assurais la sécurité, qui prenais des décisions difficiles, qui fixais les règles de notre cohabitation. Ironique, n'est-ce pas ? Dit-il, pendant que je vérifiais ses médicaments. Toi, qu'on appelait la rebelle de la famille, c'est toi qui maintiens tout sous contrôle. Ce n'est pas de l'ironie, papa, c'est simplement la vérité que vous refusiez de voir pendant tant d'années, répondis-je.
Il acquiesça, se laissant tomber sur ses oreillers. Tu sais ce que je regrette le plus ? Ce ne sont pas les commentaires cruels, ni les plaisanteries, bien que j'en sois honteux, mais le temps perdu, les conversations que nous n'avons jamais eues, et les moments gaspillés à essayer de te conformer à une image préconçue, au lieu de connaître la personne formidable que tu es. Ces mots, prononcés par un homme fragilisé par la maladie mais désormais lucide, m'émurent profondément. Ils n'effaçaient pas le passé, mais ouvrirent la porte à de nouvelles possibilités. « Nous avons encore du temps, papa », dis-je en lui serrant la main. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour écrire de nouveaux chapitres. Le groupe Famille Amusante fut officiellement dissous il y a 2 ans, mais son impact continue de se faire sentir dans nos vies. Comme des ondes qui se propagent lorsqu'un caillou est lancé dans l'eau, l'exposition de cette dynamique toxique a entraîné des transformations qui dépassent largement ma propre histoire. Je le vois dans la façon dont mes cousins élèvent désormais leurs enfants, dans le courage de certains membres de la famille à suivre leur propre voie, et surtout dans l'émergence de relations plus authentiques où l'acceptation ne dépend plus de la conformité. Pour mon prochain anniversaire, qui marquera mes 30 ans, j'ai décidé de célébrer cette étape par un dîner à Paris, en invitant aussi bien la famille avec laquelle j'ai reconstruit des liens que les amis et collègues rencontrés en chemin. Ce sera une célébration non seulement de ma naissance, mais de ma renaissance en tant qu'être autonome, capable d'imposer des limites saines et de cultiver des relations sincères. L'invitation que j'ai envoyée portait cette phrase qui résume ma philosophie actuelle. Célébrons non seulement qui je suis, mais aussi tous ceux qui ont contribué à mon parcours, positivement ou négativement. Car la vérité, c'est que même le poison des plaisanteries secrètes, des exclusions voilées et des attentes étouffantes s'est transformé, grâce à un intense travail intérieur, en un antidote contre les schémas toxiques. La douleur ressentie en découvrant ce groupe secret fut le prix à payer pour la liberté de me définir moi-même. À ceux qui vivent des situations similaires, victimes de moqueries cruelles, d'exclusions voilées ou de dévalorisation, systématiques, surtout venant de ceux dont on attend l'amour inconditionnel, je vous dis, consignez la vérité, confrontez-la avec courage et bâtissez dessus une vie plus authentique. La douleur de faire face à la réalité est intense, certes passagère, mais le pouvoir de se reconstruire à partir de celle-ci est durable et libérateur. Aujourd'hui, quand je regarde le groupe Respect mutuel, qui s'est élargi pour inclure non seulement ma famille, mais aussi des amis et collègues partageant mes valeurs, je vois naître une véritable communauté. Un espace où la différence se célèbre plutôt qu'elle ne se moque, où les succès sont applaudis sans jalousie, et où la vulnérabilité peut être partagée sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère a également profondément évolué. Au début, j'étais terriblement déçue qu'elle ait laissé cette dynamique toxique perdurer si longtemps. Dans les premiers mois suivant la découverte, nos échanges se firent rares, limités à des messages formels et de courts appels. Mais lors d'une visite récente, elle me surprit en me révélant douloureusement. « J'ai toujours su que ce groupe était une erreur, Camilla », dit-elle en marchant dans le parc proche de chez elle. « J'ai grandi dans une famille où contester l'autorité était impensable. Ton grand-père était un homme rigide qui considérait toute divergence comme un manque de respect. Ton père l'a hérité. Et moi, j'ai simplement reproduit le schéma de soumission qui m'avait été inculqué. » Je la regardais, et pour la première fois, je ne voyais pas seulement ma mère, mais aussi une femme façonnée par ses propres expériences de domination. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? » « Parce que je voulais que tu sois différente, plus forte, plus indépendante. Et regarde, tu l'es, répondit-elle en souriant, les larmes aux yeux. Lorsque tu as confronté tout le monde lors du dîner, une partie de moi était terrifiée, mais l'autre était si fière. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Ce moment de vulnérabilité partagée commença à panser des blessures que je ne soupçonnais même pas. Je compris que les schémas toxiques de notre famille étaient profondément enracinés et se transmettaient de génération en génération. D'une certaine manière, mon acte de rupture symbolisait non seulement ma libération personnelle, mais brisait aussi un cycle bien plus ancien que moi. Au travail, ma carrière ne cessa de décoller. Je fus promue directrice de création, dirigeant une équipe diversifiée et talentueuse. J'instaurais des pratiques afin que chaque voix soit entendue lors des réunions, encourageant l'exploration d'idées non conventionnelles sans qu'on ne s'en moque et en veillant à ce que le mérite soit toujours reconnu. C'était ma façon de créer l'environnement que j'avais toujours désiré pour ma propre famille. Une fois, lors d'une présentation destinée à un client important,
Un cadre senior lança une remarque dégradante à propos de l'accent régional d'un membre de mon équipe. Plutôt que d'ignorer ou de réagir par un rire gêné, comme j'aurais pu le faire par le passé, j'interrompis poliment. Je pense que la force de notre proposition réside justement dans la diversité des perspectives que nous apportons. Différentes origines, différentes manières d'exprimer nos idées, différentes visions, c'est ce qui nous rend innovants. Après un silence lourd, le cadre s'excusa et, à ma grande surprise, il proposa ensuite une collaboration, valorisant justement cet aspect de notre approche. Plus tard, un collègue me remercia sincèrement. Personne ne m'a jamais défendu comme tu l'as fait dans notre environnement professionnel, me confia-t-il, les yeux brillants d'émotion. J'ai appris, à la dure, que tolérer, même de petites remarques désobligeantes, aussi anodines soient-elles, crée un climat toxique, répondis-je, et jamais je ne permettrai que cela se reproduise dans mon équipe. Dans ma vie personnelle, j'ai également établi de nouvelles normes pour mes relations. Je suis désormais en couple avec Gustave, un architecte que j'ai rencontré lors d'un événement de réseautage. Dès le premier instant, j'ai clairement exprimé mes attentes en matière de respect mutuel et de communication sincère. Au lieu d'éprouver de l'embarras ou de la pitié, il fit preuve d'une profonde compréhension, m'évoquant ses propres expériences avec une famille qui avait dévalorisé son choix artistique, préférant qu'il suive un chemin conventionnel. Cette compréhension partagée devint le fondement d'une relation saine et épanouissante. C'est étrange, dis-je après un ensemble. Comment des expériences douloureuses peuvent préparer le terrain pour des liens authentiques? Ce n'est pas étrange, répondit-il en entrelaçant ses doigts dans les miens. C'est une transformation. Tu as su transformer tes blessures en une véritable sagesse. Au fil des rares visites dans ma ville natale, je remarquais des changements subtils dans la dynamique familiale. Ma confrontation avait mis en lumière non seulement la cruauté qui m'était destinée, mais aussi les failles de l'ensemble du système familial. Certains commencèrent à poser leurs propres limites, à remettre en question des traditions oppressives et à chercher de nouvelles manières de coexister. Ma cousine Louise, inspirée par mon parcours, trouva enfin le courage d'assumer sa relation amoureuse avec une femme, chose qu'elle redoutait depuis toujours à cause des remarques homophobes lors des réunions familiales. À la grande surprise de tous, après le choc initial, la famille réagit avec un respect hésitant qui ne fit que grandir. Lors d'une réunion familiale, je remarquai que les plus jeunes, quelques cousins éloignés et des adolescents, m'observaient avec une curiosité mêlée d'admiration. Une de mes nièces, Anna-Claire, âgée de seulement 14 ans, me demanda discrètement « Tante, est-il vrai que tu as tout quitté et que tu es partie parce que la famille se moquait de toi ?» Je n'ai pas tout quitté, Anna-Claire. J'ai choisi de bâtir quelque chose de nouveau sur des bases plus saines. Ce n'était pas uniquement à cause des moqueries, mais aussi du manque de respect manifeste, répondis-je. Elle acquiesça pensive. À l'école, un groupe de filles avait créé un faux profil pour se moquer d'autres filles. Je trouvais cela injuste, mais j'avais peur d'en parler. Après avoir entendu ton histoire, j'ai eu le courage d'en parler à la direction. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Et comment te sens-tu maintenant ? Soulagée, un peu effrayée aussi, car certaines ont découvert que c'était moi, mais surtout fière, répondit-elle. Je l'enlaçai tendrement, reconnaissante de voir en elle la même force qui m'avait permis d'affronter des décennies de toxicité familiale. Je suis vraiment fière de toi, Anna-Claire, vraiment fière. Lors du repas de Noël de l'année dernière, après mûre réflexion, j'acceptai enfin l'invitation au dîner familial. Les relations avaient évolué au point que je pouvais y assister sans me sentir vulnérable ou diminuée. J'arrivais avec Gustave, avec des cadeaux choisis avec soin et une tarte maison préparée avec amour. L'accueil fut chaleureux, même si certains regards trahissaient une tension persistante. Je remarquais que mon père s'efforçait de tenir des conversations enrichissantes avec Gustave, lui posant des questions sur des projets architecturaux et l'écoutant avec un vif intérêt. Ma mère, plus détendue qu'autrefois, souriait en nous voyant interagir avec le reste de la famille. Pendant le dîner, mon oncle Charles, qui avait toujours été l'un des membres les plus actifs du groupe secret, leva son verre pour porter un toast. Je me préparais intérieurement à d'éventuelles remarques désobligeantes, réflexe qui ne m'avait toujours pas quitté. À la famille, déclara-t-il en balayant du regard l'assemblée, non pas à celle que nous prétendons être depuis tant d'années, mais à celle vers laquelle nous aspirons, une famille qui apprend de ses erreurs, qui grandit dans l'adversité et qui respecte la différence. Nos regards se croisèrent brièvement, comme un appel silencieux à la reconnaissance. Je levai mon verre en réponse, geste simple et puissant,
symbole de mon acceptation de ce nouveau chemin. Plus tard, alors que j'aidais à ranger la cuisine, je me retrouvais seule avec mon père. Il sembla vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Finalement, après avoir disposé la dernière assiette, il se tourna vers moi et demanda d'une voix sincère « Es-tu heureuse, Camilla ?» Cette question me prit de court. Ce n'était pas tant sa simplicité, mais le fait que c'était la première fois depuis des années, peut-être jamais, qu'il manifestait un réel intérêt pour mon bien-être, sans arrière-pensée. « Oui, papa, je le suis. » Pas, toujours pas parfaitement, mais je suis véritablement heureuse, répondis-je. Il hocha la tête, comme pour se rassurer lui-même. Alors, tu as fait le bon choix. En partant, en imposant tes conditions, en construisant ta vie à ta manière, tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Comment ça, papa ? Demandai-je. Moi aussi, j'avais des rêves différents de ceux que mon père avait. Pour moi, j'aurais aimé étudier l'histoire, peut-être enseigner. Mais j'ai suivi le chemin qui m'était tracé, la voie de la tradition, familiale. Je ne regrette pas d'avoir bâti une carrière solide et d'avoir assuré les besoins de la famille. Pourtant, je me demande encore, tu te demandes comment aurait été ta vie si tu avais suivi ta propre voie ? Complétai-je, en le regardant d'un nouvel œil. Exactement, murmura-t-il, en esquissant un sourire mélancolique. Peut-être que c'est pour cela que j'ai été si dur avec ta décision, parce qu'elle incarnait une audace que je n'ai jamais... Cette confession, partagée en toute intimité autour d'un café dans notre cuisine, alors que le reste de la famille conversait dans le salon, ouvrit la porte à une nouvelle ère dans notre relation. Elle n'effaça pas le passé, mais laissa présager un futur empreint d'une compréhension mutuelle plus profonde. Le lendemain matin, avant de repartir pour Paris, je fus surprise par un cadeau inattendu. Ma mère me remit une vieille boîte, celle qui conserve de précieux souvenirs. Je l'ai trouvée en rangeant le grenier, m'expliqua-t-elle. Ce sont tes dessins et tes rédactions scolaires. J'ai toujours tout gardé, même si... Ton père disait que c'était de l'encombrement inutile. J'ouvris la boîte dans la chambre de mon enfance. À l'intérieur se trouvaient des dessins colorés aux traits enfantins, des rédactions sur « ce que je veux devenir quand je serai grande » et des cartes de fête des mères faites à la main. Chaque création révélait une créativité débordante et une vision du monde unique. Parmi ces feuilles jaunies, je découvris une rédaction du CM2 intitulée « Ma famille », dans laquelle, avec l'innocence d'une enfant de 10 ans, je décrivais notre famille comme différente et spéciale, un lieu où chacun pouvait être soi-même. L'ironie de ces mots, écrits par une enfant qui ignorait encore les chaînes invisibles des attentes familiales, me frappa comme une vague. « Tu as toujours su qui tu étais, Camilla », commenta ma mère en me regardant avec tendresse pendant que je lisais. « Dès ta plus tendre enfance, le monde, nous, avons tenté de te convaincre qu'il fallait être quelqu'un d'autre pour être aimé. » Ces mots, empreints de regret et d'une tendre admiration, résumaient parfaitement le chemin parcouru. De l'enfant qui croyait en une acceptation inconditionnelle, à l'adolescente qui prenait conscience des conditions imposées, jusqu'à l'adulte qui, enfin, eut le courage de rejeter ses exigences pour vivre selon ses propres termes. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mémoires dans mon appartement à Paris, avec la vue splendide sur la ville et le rythme apaisant de la pluie en fond sonore, je comprends que la découverte de ce groupe secret, aussi traumatisante qu'elle fut le catalyseur indispensable de ma véritable libération. Non seulement de l'emprise des attentes familiales, mais aussi de mes propres limitations intérieures. Le besoin d'approbation, la peur du rejet, et la tendance à minimiser les blessures au nom d'une harmonie illusoire. La famille, que je connaissais dans mon enfance, celle qui souriait en public et se moquait en privé, n'existe plus. À sa place, quelque chose de plus imparfait, de plus authentique, de plus humain, émerge désormais. Certaines relations se sont irrémédiablement effondrées. D'autres, étonnamment, se sont renforcées par la sincérité retrouvée. Et de nouvelles connexions, comme celles que j'ai tissées avec Gustave, mes collègues et mes amis qui m'acceptent tel que je suis, viennent combler les vides laissés par ces ruptures nécessaires. Lorsque j'appris que mon père avait subi un léger infarctus, je ne manquai pas de retourner dans ma ville natale. Durant la semaine passée à l'hôpital puis chez lui, veillant à sa convalescence, je réalisais combien les rôles s'étaient inversés. C'était désormais moi qui assurais la sécurité, qui prenais des décisions difficiles, qui fixais les conditions de notre cohabitation. Ironique, n'est-ce pas ? Dit-il, pendant que je vérifiais ses médicaments. Toi, qu'on appelait la rebelle de la famille, c'est toi qui maintiens tout sous contrôle. Ce n'est pas de l'ironie, papa, c'est simplement la vérité que vous refusiez de voir pendant tant d'années.
répondis-je. Il hocha la tête, se laissant tomber sur ses oreillers. Tu sais ce que je regrette le plus ? Ce ne sont pas les commentaires cruels ni les plaisanteries, bien que j'en sois honteux, mais le temps perdu, les conversations, jamais entamées, et les moments gaspillés à essayer de te forcer dans une image préconçue, au lieu d'apprendre à connaître la personne formidable que tu es. Ces mots, prononcés par un homme fragilisé par la maladie mais désormais lucide, m'émurent profondément. Ils ne pouvaient effacer le passé, mais laissèrent la place à de nouvelles perspectives. « Nous avons encore du temps, papa », dis-je en lui serrant la main. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour écrire de nouveaux chapitres. Le groupe Famille Amusante fut officiellement dissous il y a 2 ans, mais son impact continue de résonner dans nos vies. Tel un caillou jeté dans l'eau créant des ondes, l'exposition de cette dynamique toxique a engendré des transformations qui vont bien au-delà de ma propre histoire. Je le vois dans la manière dont mes cousins élèvent désormais leurs enfants, dans le courage que certains membres de la famille trouvent pour suivre leur propre voie, et surtout dans l'émergence de relations authentiques où l'acceptation ne dépend plus de la conformité. Pour mon prochain anniversaire, qui marquera mes 30 ans, j'ai décidé de célébrer cet événement lors d'un dîner à Paris, en invitant autant la famille avec laquelle j'ai reconstruit des liens que les amis et collègues rencontrés en chemin. Ce sera une célébration non seulement de ma naissance, mais de ma renaissance en tant qu'individu autonome, capable d'imposer des limites saines et de cultiver des relations sincères. L'invitation que j'ai envoyée portait une phrase qui résume ma philosophie actuelle. Célébrons non seulement qui je suis, mais aussi tous ceux qui ont contribué à mon parcours, positivement ou négativement. Car la vérité, c'est que même le poison des moqueries secrètes, des exclusions voilées et des attentes étouffantes s'est transformé, grâce à un intense travail intérieur, en un antidote contre les schémas toxiques. La douleur que j'ai ressentie en découvrant ce groupe secret fut le prix à payer pour obtenir la liberté de me définir selon mes propres termes. À ceux qui vivent des situations similaires, victimes de moqueries cruelles, d'exclusions voilées ou de dévalorisation systématique, surtout de la part de ceux qui sont censés offrir amour inconditionnel, je vous dis, consignez la vérité, confrontez-la avec courage et faites-en le socle de votre existence. La douleur de faire face à la réalité est intense, certes éphémère, mais le pouvoir de se reconstruire à partir de cette expérience est durable et libérateur. Aujourd'hui, quand je regarde le groupe Respect Mutuel, qui s'est élargi pour inclure non seulement ma famille, mais aussi des amis et des collègues partageant mes valeurs, je vois naître une véritable communauté. Un espace où la différence est célébrée plutôt qu'elle n'est moquée, où chacun peut réussir sans être jalousé, et où la vulnérabilité se partage sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère a elle aussi profondément évolué. Au début, j'étais terriblement déçue qu'elle ait permis à cette dynamique toxique de perdurer si longtemps. Dans les premiers mois, nos échanges se firent rares, limités à de courts messages et appels. Mais lors d'une visite récente, elle me surprit en me livrant douloureusement. « J'ai toujours su que ce groupe était une erreur, Camilla », me confia-t-elle en marchant dans le parc près de chez elle. « J'ai grandi dans une famille où contester l'autorité était impensable. Ton grand-père était un homme strict qui considérait toute divergence comme un manque de respect. Ton père l'a hérité, et moi, j'ai simplement reproduit le schéma de soumission que j'avais appris. Je la regardais, voyant pour la première fois non seulement ma mère, mais une femme façonnée par ses propres souffrances. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Parce que je voulais que tu sois différente, plus forte, plus indépendante. Et regarde, tu l'es, répondit-elle en souriant, les larmes aux yeux. Quand tu as confronté tout le monde lors du dîner, une partie de moi était terrifiée, mais l'autre était fière. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Ce moment de vulnérabilité partagée commença à guérir de vieilles blessures. Je compris alors que les schémas toxiques de notre famille étaient profondément enracinés et transmis de génération en génération. D'une certaine manière, mon acte de rupture symbolisait non seulement ma libération personnelle, mais aussi la fin d'un cycle bien plus ancien. Aujourd'hui, je regarde en arrière, ce dimanche où mon univers familial s'est effondré avec la découverte du groupe Famille Amusante, et je ne ressens plus la douleur aiguë qui m'avait accablée si longtemps. À sa place, je ressens de la gratitude. Gratitude pour cette révélation qui, bien que brutale, m'a libérée des chaînes invisibles. Gratitude pour le chemin de connaissance de soi qui s'en est suivi. Et, étonnamment, gratitude même envers ceux dont les moqueries ont, involontairement, pavé la voie à une vie plus authentique et épanouie. Car, il s'avère que même le poison des plaisanteries secrètes, des exclusions voilées et des attentes étouffantes
s'est transformée, grâce à un dur labeur intérieur, en une force antidote contre les schémas toxiques. À ceux qui vivent des expériences similaires, victimes de moqueries cruelles, d'exclusion ou de dévalorisation, surtout par ceux censés aimer inconditionnellement, je vous dis, consignez la vérité, confrontez-la avec courage et faites-en le socle de votre existence, aujourd'hui en regardant-le. Groupe Respect mutuel, qui inclut désormais aussi bien ma famille que mes amis et collègues partageant mes valeurs, je vois naître une véritable communauté. Un espace où la différence se célèbre, où chaque succès est applaudi, sans jalousie, et où la vulnérabilité se partage sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère a aussi connu de profonds changements. Au début, j'étais déçue qu'elle ait laissé cette dynamique toxique perdurer si longtemps. Dans les premiers mois après la découverte, nos échanges se firent rares, se limitant à quelques messages formels et appels brefs. Mais lors d'une récente visite, elle me surprit en m'avouant douloureusement « J'ai toujours su que ce groupe était une erreur, Camilla », me confia-t-elle en marchant dans le parc près de chez elle. « J'ai grandi dans une famille où contester l'autorité était impensable. Ton grand-père était un homme strict, qui considérait toute divergence comme un manque de respect. Ton père l'a hérité, et moi, j'ai simplement reproduit le schéma de soumission que j'avais appris. » Je la regardais, découvrant pour la première fois non seulement ma mère, mais une femme façonnée par ses propres souffrances. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Parce que je voulais que tu sois différente, plus forte, plus indépendante. Et regarde, tu l'es, répondit-elle en souriant, les larmes aux yeux. Quand tu as confronté tout le monde lors du dîner, une partie de moi avait peur, mais l'autre était fière. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. » Ce moment de vulnérabilité partagée commença à cicatriser de vieilles blessures. Aujourd'hui, je sais que les schémas toxiques de notre famille sont profondément enracinés et transmis de génération en génération. D'une certaine manière, mon acte de rupture symbolise non seulement ma libération personnelle, mais aussi la rupture d'un cycle bien plus ancien. En repensant à tout cela, je réalise combien j'ai grandi depuis la découverte du groupe secret. Mon chemin, aussi douloureux fut-il, m'a mené à bâtir une vie authentique, à redéfinir mes relations et à trouver la force de vivre selon mes propres termes.